Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour, très bon réveil, très heureuse de vous retrouver comme chaque mercredi matin avec toute l'équipe du Bonjour d'Algérie, la Régie 7 bien sûr. Et nous aurons le plaisir d'être accompagnés par toutes nos rubriques habituelles du mercredi matin, à commencer par Aïda Mchri. Dans un tout petit moment, elle sera là dans sa rubrique psychologie. Elle traitera et elle restera sur la thématique de la dyslexie de la semaine dernière, mais pas que. Nous allons continuer sur les 6 troubles de l'apprentissage, notamment donc de la dyslexie, mais on parlera aussi de la journée dédié à l'autisme. C'est donc demain, célébré partout sur le territoire national et surtout pour marquer cette journée avec des professionnels qui en parleront en détail. Et puis surtout pour prendre en charge ce trouble que vivent beaucoup de familles. Nous aurons également à parler santé, également toujours avec la tuberculose, une maladie qui a en tout cas régressé bien heureusement ici en Algérie, mais on en parle toujours encore puisque nous allons parler prévention, diagnostic et traitement avec le professeur Ali Halafa qui sera sur notre plateau pour nous parler justement de cette journée aussi qui a marqué. Nous aurons le plaisir aussi de recevoir Sarah Tazrout, qui est donc chef département à l'Agence nationale des déchets. Elle viendra nous parler d'un salon qui va se tenir très prochainement. C'est encore bien loin, mais en tout cas, on prépare les choses bien avant au niveau de l'Agence nationale des déchets. C'est le salon virtuel des déchets et du recyclage. Nous allons en parler en détail avec elle, puisque la participation africaine sera aussi au rendez-vous cette fois-ci. Et donc, on rappelle aussi que le mercredi, c'est le rendez-vous avec les arts. La mosaïque, bien sûr, la rubrique de Nassiba Jaïdir sera là, avec cette belle exposition de Faisal Barket, qui, bien entendu, sera à travers ce reportage, le reportage qu'elle a pu réaliser et le montrer sur notre petit écran. Nous terminerons avec le tout dernier clip de l'artiste de la musique arabo-andalouse. Il s'agit de Lamia Aïtamara. Elle viendra nous parler de son tout dernier clip, elle qui aujourd'hui fait une carrière solo. Vous allez donc découvrir cette belle voix et surtout ce caractère avec bien sûr son amour pour la musique et le patrimoine musical. Voilà, c'est tout le programme qu'on a choisi pour vous. J'espère que vous allez passer un très bon moment en notre compagnie. Amel Laribi est parmi nous. Elle aussi va nous donner les nouvelles du ciel tout de suite, juste après cela. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, Aynama Kuntum. Vous êtes en forme? Ah bah vous aussi. Ouais, ça va, tant mieux, oui. On est heureux. Le noir vous va très bien. Oh, c'est gentil, merci. Alors, la musique vous a plu? Ah oui, en sommaire? Ah oui, j'aime bien cette musique. Ah bah tant mieux. On fait attention en ce moment, hein. Ah oui, on vous fait plaisir, Amel. Ça les mœurs. Et j'espère que le téléspectateur aura apprécié aussi. Allez, il va faire chaud. Malheureusement, oui. Hier, c'était un temps couvert. Les températures étaient en hausse aussi. Aujourd'hui aussi, oui. À l'ouest. On se prépare à accueillir le mois d'avril déjà. Difficilement, oui. Mois d'avril déjà, ouais, avec bien entendu son lot de changements de temps. Exactement. On connaît. Ouais, on dit bien un mois d'avril ne te découvre pas d'un fil. Voilà. C'est un temps mi-figue, mi-raisin, comme on dit. Exact. On va vous écouter. Merci, Amel. Bonjour à tous et bon réveil. Eh bien, pour aujourd'hui, on a eu de la brume en ce début de matinée sur pratiquement l'ensemble des régions côtières. Puis le ciel restera dégagé à partiellement voilé près des côtes, mais partiellement voilé avec des foyers orageux cette fois-ci sur les hauts plateaux de l'ouest, le centre, également l'est du pays. À noter des vents assez forts près des côtes ouest et centre pouvant atteindre les 50 km/h avec un temps relativement chaud sur l'ouest et le centre, mais plus vers l'intérieur, également près des côtes. La moitié sud, eh bien, le ciel restera dégagé à partiellement voilé avec des souments de sable, cette fois-ci vers Tindouf, le Sahara central, l'extrême sud et quelques particules de sable en suspension sur les hauts plateaux de l'ouest. Les températures. L'après-midi, eh bien, Météo Algérie a prévu un maximum de 35 degrés du côté de Relizane, 31 à Tlemcen, 29 Oran, 28 degrés à Alger, 27 Tizi Ouzou, 20 degrés à Annaba, 23 à Albiod, 22 Batna et Djelfa. Au sud, 20 degrés du côté de Béchar, 28 vers Gardaya et Biskra, 28 Tamanrasset, 33 à Ingzam, 31 degrés à Elizi, 35 à Insalah et cette fois-ci 38 degrés le maximum à Tindouf. La mer aujourd'hui, eh bien, elle se montrera très agitée sur les côtes ouest, agitée sur les côtes centre, mais peu agitée sur les côtes est, avec des vents qui vont souffler entre 30 et 50 km/h sur les côtes ouest et centre et 20 à 40 km/h sur les côtes est de secteur est.
Et on va faire un petit voyage cette fois-ci vers la partie sud de l'Afrique où le ciel restera passagèrement nuageux. À Addis Abeba, partiellement voilé. À Bangui, Abuja, également Abidjan et Windhoek, des pluies prévues. Le Cap et Kinshasa, également Nairobi avec des orages. Le mercure, quant à lui, affichera 26 degrés à Addis Abeba et Nairobi, 27 à Antananarivo, 32 degrés à Kinshasa, 26 à Windhoek, 34 du côté de Bangui et le maximum cette fois-ci 38 degrés à Abuja. Voilà, je vous retrouve tout à l'heure, juste après le journal télévisé de midi et d'ici là, très très bonne matinée. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, أينما كنتم. Voilà. De retour sur notre plateau, donc merci beaucoup Amel. On était concentrés sur l'arrière-plan. Je lui disais c'est quelle espèce? Ouais, c'est quelle pour variété. l'agronome. Oui, c'est un très bel hibiscus. Cet été, on a fait donc aussi notre émission là-bas au Jardin d'Essai. Et c'était un très bel hibiscus, un hibiscus géant en tout cas. Non, pardon, c'est pas un hibiscus, c'est un chèvrefeuille, pardon. Oh, c'est un beau chèvrefeuille à l'extérieur, on le voit. Et quand vous vous mettez devant, vous êtes toute petite. C'est immense, hein? Ah oui, c'est très joli. Très bien. Et ben ça se passe au Jardin d'Essai. Faites-y un tour, c'est magnifique, il fait beau, donc profitez un petit peu de ces belles journées ensoleillées, pas trop chaudes non plus, donc tant mieux. Tout dépend des endroits où est-ce qu'on est, la chaleur. Hein? Voilà. Merci Amel. C'est moi qui vous remercie. On vous souhaite une bonne journée en attendant donc de vous retrouver demain. Inch'Allah. Voilà, pour le premier jour du mois d'avril. 1er avril. Faites attention aux farces. Exact. Allez, c'est la dernière journée du mois de mars, hein, donc profitez-en jusqu'au bout. Et puis demain, faites attention au 1er avril. Allez, les farces. Poisson d'avril. Allez, une belle chanson pour vous laisser repartir. C'est une chanson universelle hein, que Yazid a choisi pour nous, Yazid Aït Mahidine. C'est pas Hanan. Alors, c'est Nina Simon qui chante Angel of the Morning. Cette belle balade musicale, on va tout de suite accueillir notre première invitée justement. Nous allons revenir sur une journée mondiale qui est donc importante à célébrer pour s'arrêter sur l'avancée de la médecine et s'arrêter aussi sur la prise en charge de cette pathologie. Et oui, la tuberculose, on en parle encore aujourd'hui. Avec nous, professeur Ali Halafa, bonjour.
Bonjour, Bienvenue parmi nous. merci pour l'invitation. Marhaba bik, vous êtes pneumologue, chef de service au niveau de l'hôpital de Blida. Et vous êtes venu nous parler donc de cette prise en charge, puisque mercredi dernier, nous célébrions donc cette journée. Les médecins s'attellent à travailler sur cette pathologie. Vous-même, vous y travaillez depuis 15 ans. Depuis 15 ans sur ce dossier. Oui. Je suis pneumologue, donc je travaille sur ce dossier de lutte contre la tuberculose. Alors juste pour un petit rappel sur cette date du 24 mars. Donc il faut savoir que le 24 mars, c'est la journée où pour la première fois dans le monde, et depuis des siècles, c'est-à-dire avant cette date, l'humanité souffrait de cette pathologie, de cette maladie. C'est une maladie mortelle. C'est une maladie mortelle, surtout dans les 19e, 17e siècle et 18e siècle. La tuberculose faisait beaucoup de décès, beaucoup de mortalité, mais c'est quand même une maladie qui est ancienne depuis pratiquement, elle est née avec l'humanité. C'est ça, et surtout que c'est une maladie contagieuse. Contagieuse, et il fallait attendre jusqu'au 24 mars 1882 pour que Robert Koch, le scientifique, le biologiste allemand, découvre ou déclare au monde entier que cette maladie est due à un bacille, c'est-à-dire à un microbe, à un germe, et depuis, il prend le nom de ce scientifique. Maintenant, on l'appelle le bacille de Koch. Donc c'est pour cela, chaque année, pour l'humanité, c'est un succès, c'est une réussite contre cette maladie. C'est pour cela on célèbre chaque année la lutte contre la tuberculose, célèbre cette journée du 24 mars. Et historiquement, en Algérie, justement, il y a eu un travail énorme qui a été fait. Oui, alors si on prend l'histoire de la lutte contre la tuberculose en Algérie, elle date pratiquement depuis l'indépendance, parce qu'avant l'indépendance, c'est vrai, il y avait des dispensaires, il y avait une prise en charge, mais cette maladie, malheureusement, vient avec la pauvreté. Et avant l'indépendance, l'Algérien, comme on le sait tous, l'Algérien était un citoyen de deuxième ou de troisième degré des indigènes, donc qui ne bénéficiaient pas de tous leurs droits, notamment le droit de la santé, le droit au travail, à l'éducation. Et tout ça fait que toutes les conditions se réunissaient pour donner disons, un emploi. Foyer. Des foyers, c'était des épidémies de tuberculose. Et avant l'indépendance, on avait pratiquement plus de 500 cas pour 100 000 habitants. C'est-à-dire, dans chaque 100 000 habitants algériens, il y avait plus de 500 cas de tuberculose. Et après l'indépendance, on était à 300 cas pour 100 000 habitants. Juste l'amélioration pour vous dire que c'est une maladie qui est influencée par les conditions de vie. Après l'indépendance, on n'a pas changé de traitement, on n'a pas ramené un nouveau traitement, on n'a pas changé de stratégie de lutte contre la tuberculose. Mais malgré ça, juste l'amélioration des conditions de vie, puisque l'Algérie est devenu un citoyen qui a le droit à la santé, à l'éducation, au travail. Cette amélioration des conditions de vie a fait que l'incidence de la maladie a diminué de 300 cas pour 100 000 habitants après l'indépendance, a régressé jusqu'à 100 cas pour 100 000 habitants les années 80. C'est ça. Et après les années 80, on a eu... Reste toujours des cas, assez isolés, on va dire. Mais surtout l'année 80 est marquée par l'introduction d'un schéma, d'un traitement qui est le plus efficace, qui est utilisé jusqu'à maintenant. Donc, ces efforts de lutte ont été c'est-à-dire amplifiés par l'apport de ce schéma. Et beaucoup de professeurs ont travaillé durement justement pour éradiquer cette maladie, notamment Chollet, Al-Arbaoui, qui ont travaillé pour ce schéma et qui, après, l'Algérie a commencé en 80, après le monde entier a pris le schéma algérien comme référence. Et c'est pour cela que l'incidence de la maladie a diminué jusqu'à arriver à un taux de 44 cas pour 100 000 habitants fin des années 80. Voilà. Après les années 80, il y a eu un ralentissement, surtout la décennie 90, où on a eu un ralentissement. Et après, il y a eu une relance les années 2000,
Maintenant, depuis quinzaine d'années, là, l'incidence de cette maladie régresse d'année en année, c'est-à-dire on a de moins en moins de cas de tuberculose. Voilà. Et quand c'est des cas, voilà, tout de suite, l'hôpital prend en charge, donc les médecins aussi prennent Alors, en pour la charge, prise en charge, isolent le patient. Voilà. tout dépend de la forme de la maladie. Il y a certaines formes qui sont contagieuses, notamment la pulmonaire, qui sont contagieuses. Et dans ce cas, on a une éducation pour le respecter. malade. Donc, il faut qu'il soit isolé. Bon, la plupart du temps, l'isolement se fait à domicile, comme on le fait maintenant pour le Covid. Oui. Et donc, chaque fois, on exige aux malades de porter des masques depuis des années pour la tuberculose, puisqu'elle a la même forme et mode de transmission, c'est la voie aérienne. Et donc, on exigeait des malades, s'ils restent chez lui, de porter une bavette ou un masque pour ne pas contaminer l'entourage et sa famille. Comment peut-on savoir que la personne est contagieuse et qu'elle a cette maladie, cette tuberculose? Donc il y a les symptômes de la maladie. Il y a des symptômes qui ont rapport avec la maladie elle-même. C'est-à-dire qu'on va les trouver, n'importe quelle forme de la maladie, on va les trouver, notamment la fièvre le soir, la transpiration, la perte de poids, la perte de l'appétit. La toux aussi? Non, cela c'est pour tous les malades. Et après, tout dépend de la localisation, c'est-à-dire là où il est le foyer tuberculeux. Si c'est le poumon, ça va donner des symptômes respiratoires, c'est-à-dire la toux, les expectorations, des fois même des hémoptysies, c'est-à-dire le malade crache du sang. Ou d'autres localisations, si c'est le rein, donc ça va donner des symptômes en rapport avec le rein. Si c'est au niveau des vertèbres, ça va donner des douleurs au niveau des vertèbres. Donc tout dépend de la localisation, on aura des symptômes, mais les symptômes communs à toutes les formes et à toutes les localisations, c'est surtout la perte de poids, la perte de l'appétit, la fièvre le soir, la transpiration, les sueurs qui sont très très profuses. Et donc, si le malade présente ce type de symptômes, il consulte, les médecins ils sont bien rodés, ils sont bien formés pour cette pathologie qui est ancienne quand même. Donc la plupart des malades connaissent ce type de symptômes et ils procèdent à l'exploration, à demander des radios, des examens complémentaires pour confirmer la maladie. Donc pour le poumon, donc pour la localisation pulmonaire, c'est plus facile. Donc il y a la radio, il y a l'examen des crachats qui se fait pratiquement sur tout le territoire national, n'importe quelle région de l'Algérie, il y a un laboratoire qui détecte cette maladie. Et si c'est une autre localisation, c'est les scanners, c'est les biopsies, c'est les ponctions. Donc il y a certaines explorations qu'on doit le faire. Et chaque fois qu'on confirme la maladie, qu'on confirme ou on pense, on retient le diagnostic de cette maladie, parce que des fois, on retient le diagnostic sans le confirmer. Dès qu'on retient le diagnostic, dans ce cas, le malade sera adressé à une polyclinique. Donc en Algérie, il y en a plus de 240 centres au niveau national pour prendre ce type de malade. Et donc, il est adressé à ce centre qui est appelé auparavant le DAT. Tout le monde connaît les DAT, les dispensaires antituberculeux. Maintenant, on les appelle les SCTMR, les services de contrôle de la tuberculose. Et donc, au niveau de ces polycliniques, le malade il va être pris en charge. On va lui ouvrir un dossier. Donc, il sera suivi pendant 6 mois. Et pendant les 6 mois, il va être à chaque fois examiné, on lui donne le traitement. Le traitement il est gratuit. Il est donc offert par la polyclinique et il sera suivi chaque 10-15 jours pour voir si le traitement donne ou donne pas. En Algérie, pratiquement, les statistiques nous disent que 95% des malades sont guéris sans problème. Il reste des 5% à les gérer avec les hôpitaux ou ce qu'on appelle nous les soins de 3e niveau, qui sont les CHU qui prennent les malades difficiles qui guérissent pas après 6 mois de traitement. Ça permet aussi au ministère de la Santé de faire un diagnostic
diagnostic et surtout d'avoir une estimation de la maladie sur le territoire Tout à fait. national. C'est pour cela, pour chaque maladie, Des mais statistiques. surtout la tuberculose, elle a ce qu'on appelle les statistiques ou les systèmes d'information, C'est c'est-à-dire le feedback. Chaque fois qu'on a des malades, les statistiques, les médecins, là où il y a les DAT, les SCTMR, ils ont un rapport. Il y a des listes mensuelles à envoyer, des déclarations Bien sûr. pour les malades, le nombre de malades. Il y a des rapports trimestriels et surtout le rapport annuel. Chaque année, les médecins qui prennent en charge cette maladie nous envoient des rapports pour le nombre de leurs malades, les problèmes rencontrés. Et donc, au niveau du ministère, on englobe tout ça, on analyse les données, on voit les failles du programme pour bien sûr, pour Agir, planifier bien sûr. des plans d'action pour, bien sûr, Exactement. juguler Par ce type de rapport problème. aux années passées, par rapport à l'année dernière, est-ce que c'est en régression ou... Alors, il faut aussi, c'est une année spéciale pour l'année de Covid, et d'ailleurs l'OMS pandémie, a notifié ça, c'est qu'on a constaté une diminution dans les activités de lutte contre la tuberculose. Dans la D'accord. plupart des pays, l'impact de la Covid, de la pandémie Covid a été néfaste pour les programmes nationaux. C'est qu'on a constaté qu'il y a une diminution importante du nombre de cas. Et ça, ce n'est pas expliqué par la lutte contre la tuberculose, mais surtout par la diminution des activités, dommage, des personnes, des polycliniques. Il faut Bah oui. savoir que Les médecins pendant étaient affairés confinés autrement et, aussi. et étaient aussi affectés pour lutter contre la Covid. C'est ça. Et c'est pour cela on a une régression des activités de lutte contre la tuberculose. Et ce qu'on a, c'est ça l'apport et l'avantage des rapports, des statistiques, c'est qu'on a constaté qu'il y a une diminution d'activité, qu'on va, j'espère, la récupérer ou la Relancer, bien sûr. rattraper avec un plan de relance pour rattraper le déficit qu'on a constaté cette année. Et bien sûr, il faudra justement rendre hommage, on continuera toujours de rendre hommage à tous nos médecins, d'ailleurs, qui travaillent, qui sont sur le terrain et qui sont en avant-garde, bien sûr, Oui, il faut de toutes ces rendre hommage à pathologies. ces médecins, surtout que les médecins qui sont au niveau de la lutte contre la tuberculose, la plupart, ils ont été affectés parce qu'ils sont pneumos, ou c'est des médecins qui connaissent bien la pathologie respiratoire, et la plupart ont été affectés dans des centres de prise en charge du Covid. Et donc, je profite de l'occasion pour leur rendre hommage et pour les remercier et les encourager pour continuer dans la lutte contre la tuberculose. Tout à fait, Inch'Allah. Et puis on a aussi à rendre hommage, comme je l'ai dit tout à l'heure, au professeur Chollet, qui était un des premiers à soigner les enfants très jeunes, donc de plusieurs pathologies, notamment respiratoires. On voit sa photo, d'ailleurs, voilà. Lui qui nous a quittés, qui a consacré toute sa vie aussi à soigner à la lutte contre la tuberculose. Comme vous, d'ailleurs, ce que vous faites, puisque vous avez 14 ans, vous m'avez dit 15 ans, plus de 15 ans de lutte contre la tuberculose. Voilà. En tout cas, c'est pas fini, la lutte continue. Oui, on continue à lutter, voilà. On vous souhaite bon comme courage, nos aînés. Comme vos aînés. En tout cas, bravo à vous et comme Saha. Bon courage pour ce que vous faites. Merci et à vous. À très bientôt. Merci, à très bientôt. Merci. Voilà, on continue notre émission. Je vous invite tout de suite à nous retrouver dans un tout petit moment avec Haïda Mchri.
reste dans le domaine médical et prise en charge aussi des patients avec Aïda Mchri de sa rubrique psychologie comme chaque mercredi matin. Elle est là pour nous rappeler qu'il est important de s'inquiéter aussi sur nos patients et sur les enfants. Donc cette fois-ci, vous allez continuer. La semaine dernière, il y a 2 semaines, nous avions parlé de la dyslexie. Bonjour Aïda. Bonjour. Ah, j'avais oublié le bonjour. Comment Bonjour, ça va? Vous allez bien? Je vous remercie, alhamdoulilah, je vous remercie. Alhamdoulilah. Alors justement, on va parler justement donc des prises en charge donc de la dyslexie, les troubles de l'apprentissage. C'est très important donc de revenir sur cela, sans oublier que aussi demain ça sera la célébration de la journée donc de l'autisme. C'est aussi un trouble vraiment sur lequel on s'arrête souvent, mais on va en parler aussi. Tout à fait. On revient à l'enfant, à ses difficultés, à son vécu. On parle beaucoup un tout petit peu de ses défaillances qui attirent notre attention par rapport à leur scolarité, par rapport à leur communication, dans leur cadre familial. Il y a beaucoup de choses comme ça qui nous inquiètent des fois. On ne sait pas trop si c'est un processus de développement normal, que l'enfant va prendre le train avec sa différence, voilà, il va s'accrocher, ou il s'agit réellement d'un trouble spécifique, là où il faut vraiment s'arrêter pour le souligner, comprendre un tout petit peu ses défaillances et puis lire dans la totalité, lire un tout petit peu dans tout le contexte familial, là où il vit. Et c'est pour ça que probablement, si on parle aussi de l'autisme aujourd'hui, on parle de ces enfants qui sont petits, qui ne savent pas dire, voilà, il y a un problème, mais c'est à nous probablement de faire très attention et puis de lever le voile sur ces troubles qui attirent notre attention, mais surtout qui vont nous permettre de travailler, de les accompagner à un âge précoce pour leur permettre d'intégrer le cadre scolaire. Il ne faut pas attendre jusqu'à ce que les choses se développent toutes seules ou jusqu'à ce que les professionnels nous secouent comme ça par rapport à un retard très ciblé à l'école. Plus c'est pris tôt, plus la prise en charge est rapide et mieux c'est. Justement. Tout à fait. Alors là, il y a 2 semaines, on avait parlé donc des troubles de l'apprentissage, par exemple la dyslexie, les troubles donc de l'apprentissage de la parole, etc. Mais il y en a 6 finalement, des troubles, et on ne les connaissait pas toutes. Justement, vous m'en avez parlé d'ailleurs. C'est le trouble donc de l'apprentissage quand on a des problèmes à apprendre les calculs. Ça aussi, c'est la dyscalculie, vous m'avez dit. Oui, tout à fait. Il y en a d'autres. Allez, citez-les moi. Comme ça, on donnera l'occasion aussi. Moi, je te remercie. Pourquoi? Parce que, voilà, tu as accroché l'idée. Hein. Les mamans, ils nous ont, c'est vrai, dans l'échange avec les gens qui nous écoutent et surtout par rapport à tous ces signalements. On reçoit dans mon cadre de travail avec le numéro 11, avec les professionnels de la cellule d'écoute, les enfants en difficulté scolaire. Souvent, ils sont victimes d'un mauvais diagnostic, mais aussi de maltraitance, de disqualification. Il est paresseux, il travaille pas suffisamment, il suit pas ses collègues. Soit on trouve les mamans et les papas qui, bien sûr, soulignent les difficultés de leurs enfants et ils disent que son comportement devient dangereux pour lui-même. Et comment nous, on peut intervenir pour vraiment le soutenir dans son vécu, dans ses défaillances. Mais de l'autre, ils sont victimes un tout petit peu de leur cadre scolaire. Là où ils sont stigmatisés dans la différence, harcelés par les collègues, disqualifiés peut-être par les gens qui encadrent leur travail. À partir de là, un mot, une phrase, quand on les détecte, vous savez, l'apprentissage, c'est un processus. C'est juste disqualifié. L'élève, il n'a pas trop confiance en lui, il ne sait pas trop comment il va se ressourcer, faire l'effort de pouvoir vraiment affronter ces angoisses de l'apprentissage. Il n'ira pas très loin. La réussite, ce n'est pas de tout savoir. La réussite, c'est un désir de vouloir vraiment dépasser ces étapes, mais aussi de savoir vraiment affronter les moments où il ne sait pas répondre, il ne sait pas lire. Merci de me donner les concepts, mais je vais simplifier. Quand mon fils n'a pas la capacité de lire, dans la lecture, et ça, on en a beaucoup parlé, dyslexie, ça devient un peu, un symptôme partagé par tout le monde. Mais attention, permettez-moi de dire, quand mon fils est très intelligent,
à la maison, dans l'échange, la communication avec ses frères, avec tous les gens qui l'entourent, il est parfait. Il n'a pas de troubles particuliers, psychiatriques, neurologiques, dans son développement. Mais quand il prend la feuille, on a quand même l'impression qu'il lit, et on l'accompagne pour lire, mais voilà, quand il commence à décoder les lettres, il est là à bafouer un tout petit peu, à changer. Il a un handicap là dans sa lecture qui attire notre attention. Le problème n'est pas dans l'apprentissage lui-même, parce qu'il y a des enfants qui prennent un peu plus de temps pour apprendre. Mais il y en a d'autres qui nous affichent une régression. Ça veut dire on fait un chemin avec eux, mais voilà qu'on revient à la case départ et on ne sait pas pourquoi. Voilà, l'enfant il ne s'améliore pas. Là, probablement qu'il y a un dysfonctionnement. Ça restera durable. C'est ce qui fait la différence entre les enfants et les élèves de classe. Mais voilà, ils ont besoin d'un encadrement. Merci de me permettre. Oui, allez-y. C'est un problème donc neurologique probablement. Donc au niveau du cerveau, il y a les neurones, il n'y a pas cette connexion parfaite au niveau donc des neurones. Vous le disiez, il y a d'autres troubles qu'on peut découvrir et finalement, il y a des personnes qui sont, vous m'avez dit, dans l'espace, ils ont les gestes vraiment pas coordonnés. C'est-à-dire, au lieu de jeter à droite, ils jetteront à gauche, c'est ça? Ça aussi, c'est un autre type de dyslexie? Dyspraxie. Dyspraxie, voilà. Voilà, vous savez, il y a des gens qui savent très bien lire, ils ont une magie dans les calculs, ils sont très très développés, mais voilà, ils ont du mal à retrouver le repère espace. 2 centimètres en plus, schématiser quelque chose, dessiner, écrire, l'écriture, vous savez, tout ce qui est espace, ils ont du mal à placer correctement le bon mouvement pour pouvoir verser du lait dans le verre. Et puis, souvent, voilà, ça nous étonne. On va les traiter de maladroits, c'est ça? Voilà. Nous, ça nous étonne que les mamans, rapidement, voilà, tu es maladroit, tu ne sais pas faire, manque de concentration, voilà, il est étiqueté il est gauche. pauvre, et voilà, il est étiqueté comme il tombe souvent, il ne réussit pas, voilà, il y a des bleus un peu partout, et voilà que la dyspraxie, c'est parmi aussi ces troubles spécifiques de l'apprentissage qui attirent notre attention, qui vont nous permettre d'accompagner, d'éduquer l'enfant parce qu'il n'a pas dans ces zones neurologiques. Vous parlez d'un cerveau qui est là, qui a la fonction d'équilibrer le mouvement, de calculer l'énergie, la force, comment on va donner l'ordre pour pouvoir balancer un ballon dans ce sens. Mais voilà que le mouvement, pour réfléchir ce mouvement, il n'a pas les neurones, il n'a pas cette fonction, elle n'est pas activée. On va dire. Dysfonctionnement. C'est pour ça que les maladies de dysfonctionnement, c'est par rapport à ça. S'il s'agit de graines de sel, voilà, il va bousiller la mécanique qui va permettre à tout ce système de se positionner, d'avoir la force et de... On va continuer à explorer un petit peu cette pathologie. C'est une association qui travaille depuis donc quelques années. D'ailleurs, c'est l'association ADOA qui s'intéresse justement à ces pathologies, l'autisme, la dyslexie. Il y a eu donc une rencontre et des portes ouvertes sur l'autisme, la dyslexie et d'autres pathologies liées aux troubles de l'apprentissage. On va le voir à travers ce reportage signé Sofiane Hamoudi. Dysphasie, dyslexie et autisme, plusieurs enfants sont concernés par ces troubles de l'apprentissage, du comportement et du développement. L'association Avenir Dysphasique Wilaya d'Alger a organisé une journée de portes ouvertes sur cette maladie. Cette cérémonie, on l'a conçue pour montrer un petit peu sur le travail des enfants. Des enfants qui ont des problèmes d'handicap, qui ont plusieurs handicaps. Ils ont des handicaps de langage, ce qu'on appelle la dysphasie. Alors, je vous ai remis les documents. Il y a des enfants, on a fait une expérience avec des enfants trisomiques qui ont aussi le problème de langage, mais ils ont d'autres handicaps associés. Et nous avons fait aussi une expérience avec des enfants autistes, mais avec des autistes légers, un autisme léger, qui ont toujours le même problème, c'est la dysphasie, c'est-à-dire le langage, et évidemment d'autres handicaps associés. Cette manifestation porte ouverte de l'association, et j'avoue que je suis émerveillée. Je ne m'attendais pas à ce que des enfants handicapés, car c'est quand même, je suis médecin, donc je sais les difficultés
qu'ont les enfants et leurs parents en ce qui concerne le moindre handicap, qu'il soit moteur ou mental. Donc, c'est les résultats que nous observons à travers leurs œuvres, car ce sont vraiment des œuvres, pour certaines, des œuvres artistiques. C'est absolument impressionnant. Lors de ma visite à cette école des enfants dysphasiques, a un caractère solidaire. Je suis venue en tant que mère de la Piscine Dalaria pour aider ces gens, pour leur donner un appui positif et moral. Cette jeune adolescente dyslexique qui a accepté de raconter son quotidien dans cette association à Douala, dans laquelle elle est scolarisée, a dû s'adapter. Des sports. Tu as dessin? Oui. Très bien, très bien. Bon courage. Tu as beaucoup d'amis ici? Oui. أنا حبيت نقولها بس كون يعاونوا شوية ليكول هذا يعاونوا شوية باسكو محتاجين شوية لازم يعاونوهم اللي طلعت تسمى لازم تعاون ليكول هذا تسمى سي با سيفيزون حنا لي بارون وليكول وكذا حبينا يعاونوهم شوية يعاونوهم شوية وعلى بالك حنا وني صالاري retraités salariés شوية لازم l'État تعاون شوية. Certains de ces enfants font des merveilles avec leurs mains, malgré leur handicap. Des sacs en cuir, des cartables, des bijoux, des tableaux. Autant de travaux réalisés par ces enfants. درت لو كوير وبيجو وفيتراج واكسسوار. Très bien. جوك صعب ولا جوك سهلين؟ صعب. طولتي فيهم؟ شوية. الكوير هذا الصاك هذا طولتي فيه؟ شوية. شحال داك الوقت؟ 4 jours. مالك شاطرة. حبيبتي باغ اكزومبل. 4. سي بيان. شنو قالها؟ ولا بوماد. واش تيبورتي؟ ياسمة. شكون تيبورتي في لي جوار كاع حنا في العالم؟ شكون تيبورتيهم؟ شكون؟ ريال مدريد. ريال مدريد. والجوار شكون اللي لعبتي معاه تحبو؟ كريستيانو رونالدو. لو بوت تاعنا نزيد نلحقوا لونفون باش الخبزه تاعو يلحق ليها كوم يقوتوا روحو كوم توت ان انفون نورمال. الهانديكاب il est là mais l'enfant il doit vivre normalement. انت معلم واحنا منك نتعلم. انت معلم واحنا منك نتعلم. هنسكت وانت موجود ما نرضى نتكلم. نسكت وانت موجود ما نرضى نتكلم. واللي خلك ما يفهم اديله يمو يندم. واللي خلك ما يفهم اديله يمو يندم. وما تسمعي منك انت معلم. La joie donc de ces enfants qui se battent au quotidien justement pour que tous connaissent leurs difficultés, pour qu'ils les aident aussi au quotidien. On a vu des parents, on a vu des professionnels, on a vu des médecins lors de cette rencontre. Et les enfants qu'on a pu voir ont ce trouble de l'apprentissage de la dysphasie par exemple. C'est cela. Ils sont intelligents. Oui. Elle a pris la parole, mais c'était justement, c'est là où on comprend qu'est-ce que ça veut dire. Ce sont des enfants qui peuvent nous comprendre. Ils ont saisi le message, ils ont la réponse, mais en cherchant les mots pour pouvoir vraiment transmettre, c'est là où ils ont difficulté à trouver les mots, à associer les phrases, à pouvoir communiquer. Ils sont différents, on les accompagne pour qu'ils puissent se ressourcer, s'entraîner, rééduquer pour trouver cette force et cet équilibre. Ils comprennent un tout petit, ils acceptent d'abord leur handicap, mais voilà qu'ils peuvent l'utiliser pour mieux communiquer et avoir cette confiance. Vous savez, ce qu'ils ont applaudi, c'est la force de pouvoir... de prendre la parole. Et d'avoir confiance en eux-mêmes, même s'ils sont différents. Moi, je crois que c'est Bravo la à cette grande association. Et puis on rend hommage à Madame Shalfawi, Allah yarhamha,
qui s'était battue pour créer cette association, elle qui avait un enfant justement dysphasique, qui avait des problèmes donc, de dysphasie. Et donc le combat continue avec cette association et puis on a pu voir donc, des bénévoles et puis des personnes qui travaillent dans cette association. On revient en quelques années en arrière, un moment de nostalgie qu'on va offrir aux téléspectateurs d'ailleurs, c'est l'inauguration donc d'un centre appelé Salim et Salima pour les enfants en difficulté. C'était en 1963, regardez. يعد مركز سليم وسليمة 40 طفل و12 بنت من أبناء الشهداء وماسحي الأحذية مصابين بأمراض عقلية ومش يبقاو في ديار الأطفال. الأولاد اللي يوجدوا تحت مراقبة أطباء ومربيين لهم عدة اشتغالات تحت إدارة مدربين في مشاغل دهن ونسيج وفخار ونجارة وطبع. بفضل مركز سليم وسليمة سترجع لهذا الأطفال سلامتهم العقلية ويعودوا لحياة عادية. Voilà, un centre où on faisait beaucoup de choses, beaucoup d'activités pour les enfants. Et c'était justement post-indépendance, il y avait beaucoup de choses à relever, des défis à relever, et aussi en particulier pour les enfants en difficulté. Je suis impressionnée par ces images. Comment, voilà, les marionnettes, l'atelier de peinture, c'est vraiment extraordinaire. Sérigraphie. C'est vraiment, il me semble, voilà, c'est nostalgique. Prendre exemple, continuer sur ce volet pour pouvoir vraiment aider ces enfants qui sont différents, mais de leur permettre de comprendre qu'ils ont d'autres points positifs. Que voilà, ils ont des points négatifs ou des défaillances dans leur apprentissage, dans leur technique, mais ça ne les empêche en aucun cas de continuer leur vie, de réussir leur examen. Ils ont besoin juste d'un peu plus de force pour pouvoir vraiment équilibrer. Maintenant, vous savez, j'invite les mamans, les professionnels aussi, de remettre ces enfants dans le réseau de prise en charge, parce qu'aujourd'hui, si on passe devant ces petites difficultés et on ne sait pas vraiment souligner ces troubles, ben on ne saura pas les aider, on ne saura pas les accompagner pour qu'ils puissent améliorer leurs compétences. Exactement. Et je crois que ce sont souvent victimes de beaucoup de situations de maltraitance, de disqualification. C'est à nous maintenant professionnels de pouvoir les soutenir surtout et puis les récupérer pour leur permettre bien sûr de s'épanouir demain. Exactement. Et bien, merci beaucoup Aïda pour toutes ces informations, ces éclairages bien sûr concernant tous ces troubles de l'apprentissage. Alors comme je l'ai dit, il y en a 6. Hein. La dysphasie, dyscalculie, dysorthographie, dyspraxie. Voilà. Et le numéro vert 1111. Aujourd'hui, Aïda a fait un travail de vulgarisation pour essayer de faire comprendre un maximum donc, de choses aux parents et aux enseignants au niveau de l'école. Si vous rencontrez ce genre de troubles, il faut aussi aller voir des professionnels. Et puis la DTH, TDH, qui veut dire aussi l'hyperactivité, c'est aussi un trouble de concentration, mais là où il faut vraiment accompagner ces enfants et n'hésitez pas à placer une parole, faire une demande, frapper une porte de professionnel, faire un bilan, mais accompagner les enfants, les libérer de leur souffrance et de leur situation complexe. Et on n'oublie pas que demain c'est la journée aussi donc, de l'autisme, donc beaucoup de professionnels vont travailler sur cette thématique, on y reviendra bien sûr demain le 1er donc célébré partout dans le monde et en Algérie, beaucoup donc d'efforts ont été faits pour prendre en charge cette différence. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Merci Aïda. Merci à vous. À la semaine prochaine, Inch'Allah. Bon courage. Et puis on continue, on va recevoir d'autres invités, d'autres thématiques. Je vous l'ai annoncé en sommaire. Nous allons parler bien sûr de ce salon virtuel qui aura lieu donc en juin prochain. Mais bien sûr, les choses se préparent bien à l'avance. Rappelez-vous, c'était il y a quelques temps, c'était la première édition du salon virtuel donc de la récupération et des déchets. C'était organisé par l'Agence nationale des déchets. Regardez, on se retrouve juste après avec notre invité. Vidéo de présentation du salon virtuel algérien sur les déchets AVWE 2020. Le ministère de l'Environnement organise à travers l'Agence nationale des déchets sa toute première édition du salon virtuel sur les déchets, ayant pour thème la gestion des déchets dans le contexte de la pandémie du coronavirus. Pourquoi opter pour un salon virtuel ?
Le salon algérien virtuel sur les déchets a été initié afin de pallier à la pandémie du coronavirus et respecter les mesures de sécurité sanitaire, en l'occurrence la distanciation physique. Le salon algérien virtuel sur les déchets est une plateforme en ligne interactive et accessible en permanence sur Internet. On y retrouve des pavillons comportant des stands en 3D reproduisant l'aspect d'un salon physique traditionnel, simulant un environnement professionnel propice aux échanges entre visiteurs et exposants. Quels sont les avantages offerts par l'AVWE 2020 pour les visiteurs? Gratuit, accessible 24 h sur 24 via smartphone, tablette et ordinateur. Sans déplacement, sans contact physique, outils de recherche optimisés, messagerie instantanée et différée. Pour les exposants, gain de temps et d'argent, couverture géographique élargie, traçabilité des visiteurs, collecte de données de qualité. quel est le programme de l'AVWE 2020? Webinaire, live, workshop et pitch pour les porteurs de projets et les startups. Espace dédié à l'innovation et à la recherche scientifique, médiathèque regroupant des photos, des vidéos et des articles de presse, activités et jeux de sensibilisation dédiés aux enfants. Comment peut-on participer? En cliquant sur le lien qui s'affiche en bas de la vidéo. Le ministère de l'Environnement vous invite à travers l'Agence nationale des déchets à participer massivement au Salon algérien virtuel sur les déchets, le rendez-vous des professionnels de la gestion des déchets. Enfin une peinture algérienne aux normes internationales. Tous vos besoins en peinture intérieure, peinture métal, préparation de support ou peinture extérieure, choisissez Coral Peinture. Coral Peinture, c'est les maths à faire. Voilà, et on n'oublie pas notre sponsor officiel, donc Coral Peinture, qui nous accompagne tout au long de l'émission. Vous avez pu voir le spot, donc c'était la première édition du salon donc, de la récupération et des déchets, organisé par l'Agence nationale des déchets. Avec nous, la chef du département donc, de l'Agence nationale des déchets, Sarah Tasrout, bonjour. Bonjour Amel. Bienvenue parmi nous. Merci. On va bientôt faire équipe, hein, parce qu'on a la même vision en fait, essayer donc de traiter les déchets, essayer aussi de satisfaire beaucoup de personnes, les ménages notamment, et surtout tous les professionnels. Tout à fait. D'ailleurs, vous nous avez accompagnés dans pas mal et de convaincre beaucoup de personnes dans la récupération. Aujourd'hui, on va dire que les médias s'intéressent beaucoup à la gestion des déchets et de la richesse et de l'emploi que génère ce domaine-là. Exactement. Qui est la gestion des déchets. Tout à fait. Donc, Amel, je suis ravie d'être présente avec vous aujourd'hui. On va parler un petit peu du salon virtuel. Alors, deuxième édition de ce salon virtuel, un salon qui va réunir beaucoup donc, de professionnels et un salon international qui va aussi regrouper donc, des pays africains et notamment conjointement organisé avec la Fédération des entreprises de la République du Congo, cette fois-ci. Démocratique, oui, tout à fait. Donc, il faut savoir que ce salon virtuel, l'idée était venue, comme tout autre pays du monde, on était confronté à une pandémie, à des conditions sanitaires assez particulières. Donc, la gestion des déchets est un domaine qui ne peut pas s'arrêter. La production de déchets ne s'arrête pas aussi. Toute activité
sociale, économique, commerciale, etc. est forcément génératrice de déchets. Donc le traitement et la gestion de ces déchets-là doit justement être à jour. Donc comme je l'ai dit, le contexte pandémique obligeait que nos actions qui se déroulaient en présentiel s'arrêtent et on devait s'adapter justement à ces conditions et organiser des événements en virtuel. Exactement. Donc, et continuer. Ça s'est bien passé pour la première édition. Oui. Et là, vous relancez cette opération virtuellement encore une fois et espérons-le, avoir plus de participants. Puisque les inscriptions sont lancées, puisque vous avez mis sur votre plateforme dès cette semaine. Hein. Oui, Amel. Donc, pour vous dire que maintenant que la condition ou bien la condition sanitaire est plus ou moins maîtrisable, il y a des événements qu'on peut organiser. Il faut savoir que l'agence, bien sûr, avec les instructions, bien sûr, suite aux instructions du ministère de l'Environnement, avait l'habitude d'organiser un salon, c'est le salon REVAD, le salon de la valorisation et de la récupération des déchets. Si ce n'était le contexte pandémique, on aurait été à notre 5e édition de ce salon-là. Donc, mais on l'a remplacé par le virtuel. Maintenant que la situation est un peu maîtrisable, on a continué quand même à organiser ce salon virtuel parce que je vais vous dire, c'était une expérience unique en son genre. On a remarqué qu'il y a eu des pays qui ne s'intéressaient pas à la gestion des déchets en Algérie, à l'investissement, au REVAD, quand ça se déroule en présentiel, mais il y a des pays qui se sont vraiment intéressés lorsqu'il s'agissait d'un salon virtuel. Comme vous le savez, il y a pour participer à un salon étranger, vous avez le visa, le transport, l'hébergement, etc. Tout ça, donc il n'y a pas toutes ces étapes dans un salon virtuel. Je pense que c'est ce qui a encouragé ces pays étrangers à prendre part comme visiteurs ou bien comme exposants, et du coup l'échange est beaucoup plus important. Voilà, beaucoup plus intéressant aussi, tout à fait. Vu le nombre aussi de participants. Alors vous avez ramené un spot, on va le voir d'ailleurs, un spot qui explique un petit peu cette deuxième édition du salon qui aura lieu donc du 5 au 7 juin. C'est encore loin, mais il fallait commencer bientôt pour pouvoir avoir donc plus de participants. On y va. Voilà, vous attendez beaucoup donc de ce salon, des participants. Il y aura donc des conférences, des débats tout au long de ces rencontres. 2 jours consacrés bien sûr à la récupération. Cette thématique, cette fois-ci, ça sera économie circulaire, opportunité d'investissement. En Afrique, tout à fait. Donc, comme vous l'aviez évoqué, Amel, cette édition a pris une dimension africaine. Donc, il y a je vais vous donner un petit peu des chiffres qui vont récapituler un petit peu l'état de la gestion des déchets en Afrique et les opportunités de partenariat, d'affaires ou d'investissement dans le domaine. Donc, annuellement en Afrique, on génère 250 millions de tonnes de déchets. 4% seulement sont valorisés malheureusement par rapport à la gestion des déchets. On a aussi, comme vous c'est des maillons, c'est une chaîne avec des maillons. Avant d'en venir à la valorisation et à la récupération des déchets, vous avez la première étape qui est la collecte des déchets. Seulement 55% du territoire africain est recouvert
par la collecte. Donc il y a des autres déchets qui sont générés et abandonnés dans la nature. Voilà. Donc, on a justement ces chiffres qui nous mettent dans un état alarmant, qui mettent la gestion des déchets au sein du continent africain dans une situation alarmante par rapport à la gestion des déchets. Il y a des opportunités d'investissement en Afrique. On a 57% de la poubelle ou des déchets africains qui sont composés de putricibles, qui peuvent être valorisés en engrais pour encourager justement l'agriculture, le secteur agricole, d'autant plus que le climat africain est vraiment peut encourager aussi le secteur agricole. On a aussi 13% de plastique qui peut être valorisé. Par exemple, par rapport au plastique, en Algérie, par rapport à la filière ou bien par rapport à la fraction PET, c'est le plastique des bouteilles, il peut en lui-même générer 7600 emplois directs, sans compter l'emploi indirect. C'est pour vous dire qu'une seule, ou bien le plastique des bouteilles seulement peut générer plus de 7000 emplois directs. Voilà, c'est extraordinaire. Donc, toute cette motivation autour de la récupération des déchets, quand on sait qu'aujourd'hui, il y a certains pays riches qui envoient dans les pays pauvres leurs déchets pour s'en débarrasser, pour essayer donc de travailler sur ces déchets gênants. Justement, c'est pour ça que je vous dis qu'il faut vraiment aller de l'avant au niveau africain. Il faut vraiment commencer à bouger et créer cet échange entre les différents pays africains et pourquoi pas s'inspirer de l'expérience européenne ou mondiale en matière de gestion des déchets. Mais cet échange en termes d'expérience, en termes de savoir-faire, dans le domaine de la gestion des déchets entre les pays africains peut aussi nous faire avancer. En tout cas, bonne chance à vous, bonne chance pour cette étape, deuxième donc édition du Salon international donc des déchets et surtout comment valoriser nos déchets avec bien sûr la collaboration donc de l'agence, l'AND bien sûr et d'autres partenaires, le ministère de l'Environnement bien évidemment. Merci Sarah. Merci à vous Amel. Voilà, à très bientôt. Je rappelle Sarah Tazrout, vous êtes donc chef département au niveau de l'Agence nationale des déchets. Bon courage pour ce deuxième rendez-vous donc du Salon international qui prendra donc forme le 5 et jusqu'au 7 juin. On est encore loin, mais il faut déjà préparer dès maintenant. Voilà, on continue notre émission. Je vous invite à revenir sur ce spot qui a fait le buzz sur les réseaux sociaux. Rappelez-vous, c'était lors du confinement et bien sûr, il fallait bien sûr travailler sur cette manière de vulgariser et surtout comment bien se laver les mains. C'est en tout cas une chanson, Bella Ciao, confinement oblige. C'était en 2000 bien sûr, Saxo. Et on se retrouve juste après. Voilà, c'était une vidéo qui avait fait le buzz, en tout cas, ce musicien du haut de son balcon qui avait ravi tous ses voisins et bien sûr tous les amoureux donc de la toile. Voilà, on retrouve comme il se doit Nassiba Djaïdir comme chaque mercredi matin. Rendez-vous avec les arts, rendez-vous avec la peinture et surtout la découverte de nos artistes. Bonjour Nassiba. Bonjour Amel, bonjour à vous tous. Ravie de vous retrouver tous les mercredis pour vous faire voyager dans le monde de la couleur et rien que de la couleur. Tout à fait. Alors aujourd'hui, rendez-vous dans une autre galerie, une belle exposition, la galerie Racim qui fait encore peau neuve. Oui, qui fait peau neuve, effectivement. Bon, c'est pas toute la salle qui a été réceptionnée, mais une partie de la salle quand même, puisque c'est en plein. Enfin, disons qu'elle a été restaurée. Oui. Et donc, il y a une partie de la salle qui a été occupée par l'artiste peintre Faisal Barket, qui vient de Biskra, un artiste qui a du talent et qui nous fait voyager dans cette ville, voilà, la ville de Biskra, la reine des Ibans. Donc une belle exposition. Il avait eu auparavant exposé à la galerie Aïcha Haddad il y a 2 années de cela. Et là, il est de retour avec une nouvelle collection. C'est un grand amoureux des paysages, des sites historiques. Alors là, il nous fait voyager carrément dans la ville de Biskra à travers ces paysages qu'il a immortalisés à travers des aquarelles, des peintures à l'huile. C'est un artiste peintre autodidacte
Et disons qu'il s'est forgé son propre style. Il est un petit peu dans le figuratif. Le figuratif, voilà, on a un petit aperçu. Oui, c'est magnifique. Voilà. C'est magnifique, absolument. Alors là, c'est une peinture à l'huile. Nous sommes dans une galerie, là, ce matin, avec tous les tableaux. Tout à fait. On va en voir d'autres dans le reportage. Il a exposé une trentaine de tableaux. Et donc, alors il se balade un peu partout, à Biskra, il va dans les sites, les pays. Il immortalise ces beaux paysages de Biskra. On a Mchounesh, il est parti à Sidi Orba, Tolga, Oued Djellel. Mchounesh, c'est une ville où il n'y a que des potiers. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de visiter Biskra, c'est une belle petite ville. Très touristique aussi. La bonne période, il faut aller soit en automne ou au printemps, il y a quand même des fois des vents de sable, hein, parce qu'on oublie. Il ne faut pas oublier que Biskra se trouve à la porte, c'est la porte du Sahara, à la porte du désert. Hein, donc, quand il y a des vents de sable, ça arrive. Donc, mais là, en pleine période d'automne, c'est la bonne saison. C'est la récolte des dattes. On peut joindre l'utile à l'agréable. Et justement, cet artiste nous a montré toutes ces scènes donc, de vie dans la riche... Plutôt des paysages. Moi aussi, je m'attendais à des scènes de vie, des portraits. Mais finalement, il y a énormément de paysages. Donc, il se balade avec son appareil photo. Il immortalise tous ces beaux paysages un peu partout. Et il reproduit d'après photo. Et puis, voilà. Et puis, en plus, il est natif de cette ville où il vit et travaille. Et donc, c'est un grand amoureux de la nature, je dirais. Voilà. Eh bien, on va aller voir tout de suite cette belle exposition. Rendez-vous à la Galerie Rassim avec, bien sûr, l'artiste Faisal Barket. On se retrouve juste après.
de l'académie, que ce soit la peinture, sur toile ou l'aquarelle, etc. Surtout l'aquarelle. Il y a la maîtrise de la couleur, il y a aussi les proportions, etc., les prises de vue, etc. C'est en même temps un artiste complet, comme on dit, un plasticien, donc il y a la photo, c'est un photographe aussi, et en même temps un peintre. C'est le peintre du 21e siècle, si on veut. On doit toucher à tout. Maintenant, ce qui est bien chez Barkat, en plus d'être photographe et peintre, c'est qu'il préserve la mémoire. Et il y a beaucoup par exemple, de sites, d'endroits merveilleux, etc. Il les préserve à travers ses œuvres. Avec sa volonté d'aller de l'avant et au-delà, Faisal Barkat poursuit son aventure artistique. La peinture, c'est son moyen d'expression et d'évasion. De Biskra à Alger. Voilà, c'était une très belle exposition d'ailleurs, Un un bon beau voyage dans à travers le temps, Biskra. Voilà, ça Oui. vous donne un aperçu un petit peu sur la ville de Biskra. Et puis il travaille bien. Voilà, et puis il a aussi ce devoir de mémoire, comme le disait si bien l'artiste plasticien Gemeloud, une manière de sauvegarder tout un patrimoine, de mettre en valeur sa région aussi, sa vie. Et c'est un autodidacte, il n'est pas passé par l'école des beaux-arts, donc il s'est formé tout seul. Il y avait aussi un artiste, il m'avait raconté qu'il y avait un artiste peintre qui était... disons, l'artiste lui-même, Faisal Barkat, avait mis à la disposition d'un artiste peintre, je n'ai pas en tête son nom, il avait mis à sa disposition un peintre quand même qui a fait un passage chez Faisal Barkat, et il a beaucoup appris. Faisal Barkat a beaucoup appris de cet artiste peintre. Les techniques, et puis il a vu en lui aussi, l'artiste, il a vu en lui des prédispositions et des potentialités créatives. Donc il a du potentiel, cet artiste. Voilà. Il travaille la matière comme l'huile, absolument, la peinture, l'aquarelle. Absolument, la peinture à l'huile, l'aquarelle, et ça donne de belles œuvres, de belles œuvres très beaux d'art. paysages. Voilà, c'est une expo-vente et ça permet aux artistes aussi ou les visiteurs de passage de découvrir cette région. On est en train de revoir quelques-unes des œuvres d'art, donc c'est des paysages et des paysages de différentes régions de Biskra. Ils se baladent aussi bien en hiver, au printemps qu'en été pour immortaliser tous ces paysages. Voilà, on a aussi ici une très très belle œuvre. Et puis c'est la ville des palmeraies, hein. Donc il y a des palmeraies partout. Vous êtes pris quand voilà, il y a les petites rivières. Quand vous rentrez pour la première fois à Biskra, vous êtes impressionné par ces vastes étendues, ces oasis, ces jardins. Et ces jardins. Il y a le jardin London. Il a été aussi, quand on parle jardin London, London c'est en plein centre-ville. Il y a un très très beau jardin. On pense tout de suite à André Gide, voilà, qui était un grand amoureux de cette région du jardin London, comme d'autres peintres aussi. Il y a beaucoup de peintres qui ont peint l'Algérie dans ses traditions, ses ambiances, et notamment Biskra. Voilà, on nous a fait découvrir cette région petit voyage, et surtout le travail extraordinaire de cet artiste. Donc Faisal Barkat, c'est pas donc sa dernière exposition, Inch'Allah. On aura l'occasion de le retrouver. De le revoir peut-être dans 2 ans, parce qu'il m'a dit que finalement, pour préparer une exposition, il fallait au moins du temps, au moins de 2 à 3 années. Donc là, il pense aussi, pour sa prochaine exposition, mettre Alger, peindre Alger, voilà, dans ses ambiances, ses traditions, sa lumière. Donc la prochaine exposition, ça sera Alger qui sera mise à l'honneur. Très bien. On sera curieux donc de voir tout cela. Merci beaucoup Nassiba pour ce coup de cœur et cette belle découverte. Si vous permettez, je rappelle juste que cette exposition va se poursuivre jusqu'à la première semaine de, disons, le 6 ou le 8 avril, hein, et peut-être avec une possibilité de prolongation. D'accord, très bien. Tout est dit. On vous retrouvera donc dès mercredi prochain avec grand plaisir. Inch'Allah, quant à nous, on vous dit regardez avec nous ce clip. Oui, bien sûr, le tout avec dernier plaisir. clip donc, de notre artiste Lamia Ait Amara qu'on va retrouver juste après.
Voilà, et c'est tout en douceur que nous la retrouvons. C'est Lamia et Tamara qui est parmi nous ce matin. Bonjour Lamia. Bonjour. Comment ça va? Alhamdulillah, c'est toujours un plaisir d'être avec vous, avec toute l'équipe de Canal Algérie. Merci pour l'invitation. Alors, un beau clip qui signe le grand retour de Lamia après le confinement, parce qu'on vous avait vu lors du confinement, vous étiez aussi très active sur la toile. Oui, avec vos fans, la musique, les musiciens. On a besoin, nous les artistes, de retrouver notre public. Bon, c'est vrai que c'était un peu difficile par rapport à la coupure et tout, mais j'ai toujours voulu être présente. Voilà. Et vous continuez à le faire. Alors ça, c'est le grand retour avec un clip voilà, vidéo, c'est vraiment avec une nouveauté. Chanson. Oui, c'est ma première chanson, donc je sors carrément du registre andalou, andalou, mais voilà, avec des paroles aussi qui ressemblent à la poésie andalouse. Donc c'est vrai. Alors vous qui étiez donc de l'école Inchirah, vous avez travaillé beaucoup dans l'ensemble arabo-andalou avec tout un orchestre. Ensuite, vous avez fait une carrière solo. Et puis aujourd'hui, vous êtes carrément seule, électron libre. Oui, tout à fait. En fait, je voulais vraiment avoir cette identité artistique. Pour moi, l'artiste, enfin l'interprète, doit quand même avoir une chanson à lui. Voilà, une chanson qui va être chantée par son public et tout. Donc, ça me fait vraiment plaisir de recevoir à ce jour des messages ou des petits, on va dire, des reprises carrément à la chanson. Et je suis très, très contente du résultat. C'est vrai qu'on a travaillé vraiment dur. Pour le clip, on voulait carrément changer le concept de l'histoire. C'est vrai que l'histoire, ça parle, on va dire, d'une séparation. Après, il y a les retrouvailles par la suite. L'Habib Diali, voilà. Donc, c'est une chanson que, d'ailleurs, je tiens à remercier. Donc, paroles et musique, donc l'artiste connu, Shamsou Flickline. Voilà. Et l'arrangeur, donc, ça a été arrangé par Zino Sidjouadi. Donc, et la réalisation du clip donc, par Brahim Hadid. Et le scénario que j'ai écrit moi-même. Voilà. Et donc, vous tenez à nous dire justement, c'est un travail 100% algérien, 100% avec la collaboration de tous ces artistes algériens, jeunes. Tout à fait. Donc l'idée avant, donc c'était comme c'est une histoire, en fait, on va dire qui parle d'une séparation. C'était voilà, le réalisateur m'avait proposé une idée donc d'un couple qui se dispute ou une femme qui se rappelle plutôt des moments et tout. Mais moi je voulais pas en fait, je voulais pas voilà tourner la fin triste. Ouais, c'est ce que je lui ai dit. Donc en plein tournage, il me dit Lamia, mais arrête d'être contente avec tes copines, il faut être triste, voilà. Donc le scénario. Et moi, c'est pas l'image que je voulais justement transmettre, d'autant plus que le clip est sorti le 8 mars et que on est entouré de filles. Donc je voulais vraiment raconter l'histoire de la fille qui s'entoure de ses copines, qui raconte à ses copines et tout, mais qui continue quand même à avancer dans sa vie et qui reste optimiste. Donc voilà, c'était ça l'idée. Donc dans le clip, on retrouve justement la première séquence qui a été filmée, qui a été tournée dans un atelier floral vraiment magnifique. On a reconnu l'atelier floral en tout cas. Donc c'est Flower by Saïda B que je remercie. Donc c'est une artiste incroyable qui nous a vraiment elle est très présente. Elle est présente, donc vraiment qui nous a aidés ce jour-là. Donc ça a été une journée de tournage carrément dans son atelier et plein de préparations avec elle, vraiment que je remercie énormément. Et j'ai appris d'ailleurs beaucoup de choses. Donc sur les fleurs. Sur les fleurs. Voilà, ça a été donc, justement faire joindre l'utile à l'agréable, travailler, faire ce que vous aimez faire, c'est-à-dire chanter, mais tout en travaillant dans un tout autre registre, tout autre univers aussi. Tout à fait. Donc on avait aussi la séquence du vélo qui a été tournée donc justement à Dunia Park. Donc voilà, c'est un clip 100% algérien. Donc c'est ça en fait ma fierté quand je le dis. Et aussi il y a la touche à la fin, on retrouve la touche Chabi andalouse. La touche Chabi andalouse, donc un caraco signé Haute Couture Habita, que je tiens aussi à remercier. Donc, et voilà, donc je pense que. Et aussi, même les bijoux aussi qu'on avait carrément utilisés, donc c'est Luisa & Co. Donc vraiment, je tiens aussi à remercier toutes les filles qui m'ont accompagnée aussi dans ce lors de ce clip vidéo. Voilà. Donc c'est ma fierté en fait de dire que c'est un clip 100% algérien. Ça y est, vous vous êtes lancé dans le clip vidéo. Aujourd'hui, ça s'était perdu un petit peu les clips et aujourd'hui ça reprend. Ça reprend. En fait, c'est un clip que
que j'ai moi-même produit. Donc, je n'ai pas fait appel à un producteur. Donc, c'était avec mes propres moyens. Et je voulais vraiment... c'est vrai que je pouvais passer par un producteur, mais j'avais tellement beaucoup d'idées dans la tête que je me suis dit... Donc, c'est une première. Il faut que je fasse tout toute seule. Il faut que... J'ai pas arrêté d'écrire et de barrer, de réécrire. Et voilà. Aujourd'hui, justement, pour faire connaître votre chanson, ce single, vous êtes en train de faire de la promotion. De la promotion, au niveau donc des voilà, radios, je suis très contente parce que c'est une chanson qui passe énormément à la radio, qui est appréciée par le public. Donc vraiment, je ne m'attendais pas à ce tel succès. Un tel succès. Donc le clip aussi, il a été lancé sur ma chaîne YouTube qui était carrément à 0 abonnés, donc qui a été vu quand même par plusieurs personnes et je suis très très contente par rapport au résultat. Bravo en tout cas. Voilà. C'est justement le travail que doit faire un artiste absolument aujourd'hui. C'est très important. S'auto-produire surtout et faire la promotion de son travail. Après, vraiment, je vous dis, vraiment, il y a toujours un résultat par la suite. C'est pas vrai. Il y a toujours une évolution de l'artiste. Ça veut dire l'artiste, quand il donne, il reçoit. Donc ça, je le dis avec... C'est un métier quand même difficile, justement, d'être artiste, de pouvoir tout faire soi-même. Il faut toujours bien s'entourer et avoir des collaborateurs pour pouvoir aussi réussir. Exactement. Aujourd'hui, tout passe par la promotion. Et tout à fait. Moi, personnellement, je le dis à chaque fois. Donc, j'ai 2 amis, vraiment, ils m'encouragent et ils ont vraiment une carrière assez riche, on va dire, dans la musique et dans ce domaine. Donc c'est Samir Toumi et Hamidou que je leur demande à chaque fois des conseils et voilà, donc je suis une personne qui écoute énormément et voilà. Voilà, par la même occasion, hein, ce sont 2 artistes qu'on aime beaucoup qui travaillent eux aussi dans leur domaine pour la faire connaître un maximum, donc la musique algérienne, et vous qui venez d'un monde donc de musique traditionnelle et absolument à préserver, à surtout sauvegarder. Alors beaucoup de personnes m'ont écrit, m'ont dit c'est bon la musique andalouse, ça y est, on va plus te retrouver à l'opéra. Si. Mais si, c'est pas possible. Donc je tenais vraiment à cette dernière partie là qu'on voit, à retrouver le mandol, le violon, shabi. Je tenais vraiment à avoir ces sonorités. Voilà, la dernière partie, je voulais vraiment signer Lamia Tamara, l'interprète de musique andalouse. Donc je leur dis, donc c'est vrai que on est en pleine préparation d'une 2e chanson. D'accord, je vais pas m'arrêter là, je continue et je suis très très émue par tous ces encouragements. Mais mes spectacles, soit à l'opéra ou à la salle Ibn Zaydoun ou Ibn Khaldoun, continueront toujours, Inch'Allah. Inch'Allah. Eh bien, on prend rendez-vous prochainement, j'espère, hein, bientôt, avec la programmation, bien sûr, des spectacles au niveau donc, des organisateurs. Alors, on sait que vous êtes aussi très occupé parce que vous travaillez, mais vous avez aussi cette école que vous avez ouverte tout récemment, la Clé des Arts. C'est aussi l'enseignement de la musique. Oui, donc en fait, la Clé des Arts, c'est une entreprise d'enseignement artistique. Donc, ça fait 1 an qu'on existe et alhamdoulilah, on a déjà des élèves qui évoluent, qui commencent à jouer vraiment correctement à la guitare, correctement au piano. Donc il n'y a pas que ça, il y a la guitare, le piano. Vous voyez vous-même toute petite? Oui, je me vois. Ça vous rappelle des souvenirs? Oui, je me vois toute petite. Et d'ailleurs, depuis toute petite, donc mon professeur Youssouf Znadji, que je salue, celui qui m'a fait aimer justement cette musique. Donc il nous laissait, nous, les élèves de la classe supérieure, toujours l'aider pas l'aider, mais on va dire assister l'enseignement aux plus jeunes. Donc ça, je l'avais depuis que j'étais petite. Ceci dit, à la Clé des Arts, donc il y a des professionnels, hein, il y a des professeurs carrément de l'Institut supérieur de musique ou de l'IRFM, donc qui sont là, qui enseignent on va dire la pratique, mais même aussi le solfège. Donc je n'ai pas eu la chance, moi, étant dans une association de musique andalouse, d'apprendre le solfège, mais ça c'est vraiment quelque chose que je voulais vraiment c'est la base quand on apprend la musique. Tout à fait, c'est la base. Donc j'ai fait appel à des professionnels qui sont là, qui sont toujours présents et qui vraiment se donnent à fond, et d'ailleurs on peut voir le résultat. Voilà. Pour dire que vous êtes sur plusieurs
plusieurs terrains en même temps. Vous travaillez également. Non, vous non, êtes... le travail, ça y est. Donc, je travaillais dans une banque et tout, mais justement, c'est pour ça que j'ai fait quand même un arrêt parce que, en fait, par rapport à mes enfants... C'est dur. Par rapport à mes enfants, je suis maman et vous le savez, donc j'ai 2 enfants. L'aîné, il a déjà 9 ans. Le petit aussi, il a beaucoup de travail. Il a 6 ans. Donc, l'arrêt par rapport à ma carrière, on va dire, dans la banque, donc, c'était pas un arrêt voulu. Donc, c'était par rapport à mes enfants et tout, à l'éducation de mes enfants. Après, la musique, sincèrement, c'est venu comme ça. C'est vrai que j'avais fait un arrêt de 5 ans et tout. Après, quand j'ai repris, j'avais trouvé le monde qui était là, des personnes qui achetaient des billets pour venir me voir. Donc, je me suis dit, voilà. Il faut reprendre la musique. Il faut reprendre, voilà. Et c'est ce que vous avez fait avec, bien sûr, toutes ces spectacles que vous aviez donnés. Et puis, bien sûr, avec l'arrivée, la pandémie est venue à tout arrêter. Tous les spectacles. Vous avez aujourd'hui décidé de continuer et de reprendre les choses en main à travers donc ce clip vidéo qui, j'espère, ne sera pas le seul. Et vous allez continuer sur cette lancée. Inch'Allah, c'est tout ce qu'on espère en fait. Vous savez, le plus important, on va dire que c'est vrai que maintenant tout se base sur des vues, sur des millions de vues et tout. Mais moi, je voulais vraiment offrir un projet, on va dire un travail très artistique. Donc, c'est ça ce que je voulais offrir pour mon public. Après, le reste... Tout va venir par la suite. On va dire que moi, j'y crois et je me dis qu'un artiste évolue petit à petit. Voilà. Et comment s'est faite cette collaboration entre Shamsou de Freakland et vous? Alors, sincèrement, l'arrangeur Zinou Djouadi m'avait transmis énormément, beaucoup de chansons. Et il n'y a pas que lui. Donc, il y avait beaucoup d'arrangeurs qui me disaient, de compositeurs ici aussi, qui me disaient, Lamia, on te propose une chanson. Donc, il me transmettait à chaque fois une chanson pour l'écouter. Et moi, j'ai des goûts, on va dire, un peu très... Alors, il faut savoir que Lamia est exigeante aussi et elle a sa vision des choses. Sincèrement, pas par rapport à l'exigence, mais je représente, on va dire, le patrimoine algérien, la musique andalouse. Donc, c'est vraiment difficile. Ce qui a été difficile pour moi, c'est de sortir carrément de ce registre et aller vers un autre univers. Donc, premièrement, j'étais, on va dire, un peu méfiante, peureuse aussi de perdre mon public qui est là, qui est présent à chaque fois dans mes spectacles, qui me suit, qui aime Lamia et Tamra autant qu'interprète de musique andalouse. Donc voilà, j'avais un peu peur par rapport à ça. Donc Zinou Djouadi n'arrêtait pas de me transmettre à chaque fois des chansons. Alors la première, je disais non, elle est très orientale, je veux une chanson algérienne. Donc. Et là, il me transmet une chanson de Shamsou Freakland, chantée par la voix de Shamsou, mais avec un autre arrangement, l'accordéon, donc le style de Shamsou, on va dire. Sincèrement, moi je disais toujours à l'arrangeur que voilà, j'aime bien le style Souad Massi, j'adore, c'est une artiste extraordinaire. J'aime bien le style Babylone, le style Freakline. Donc j'aime pas quand il... C'est musique actuelle en fait, c'est une musique la jeune génération de musiciens algériens. Mais aussi avec une belle poésie. J'aime bien quand je chante des textes. Voilà, en fait c'est ça, je suis amoureuse des chansons à texte, on va dire. Donc quand il m'a transmis, il m'a dit écoute Lamia, ne me dis pas non, s'il te plaît. Avec ça. Voilà, exactement. Donc dès que j'ai écouté 2-3 fois, on a dit on peut changer l'arrangement et là ça a été. Voilà, très bien. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce matin. Merci. On vous souhaite bonne chance pour ce nouveau visage donc, de l'artiste à travers cette chanson. Ce clip vidéo que vous allez retrouver sur les réseaux sociaux et aussi bien sûr en exclusivité ce matin dans Bonjour d'Algérie. Un dernier mot, rapidement. Merci et j'espère qu'on retrouve notre public bientôt. Inch'Allah, à travers les spectacles. Merci beaucoup à vous tous de nous avoir suivis. J'espère que vous avez apprécié l'émission d'aujourd'hui. On se donne rendez-vous dès demain à partir de 8h30 en direct de la station d'Oran avec Iman Maharougras. Vendredi, ça sera avec Nour Houda ici même. Bonne journée à vous tous et merci à Lamia encore. Au revoir et merci à toute l'équipe. Au revoir.